Pour Djilali et moi, l'entretien avec ce pauvre homme est terminé. Nous savons que chaque parole que nous dirons maintenant ne pourront que le torturer davantage. Nous passons les 3 premiers jours dans une relative tranquillité. Étant donné la proximité de notre maison, ma femme passe régulièrement me voir. Mon seul regret est que je ne peux voir mes enfants. Il aurait été vraiment trop imprudent de les mettre dans la confidence. Notre maison est surveillée et la police vient souvent la fouiller et interroger la famille. Nos enfants sont trop jeunes pour ne pas commettre d'impair devant des policiers parfaitement expérimentés dans l'art de manipuler les gens. Finalement, je n'ai pas à me plaindre. Je reçois la visite régulière d'à peu près tous mes amis. J'apprends ainsi que Nordine a été arrêté peu de temps après notre cavale. Quelques semaines plus tard, le médecin nous annonce subitement l'imminence de son départ. Je dois partir. N'attendez pas mon retour. Vous pouvez rester autant que vous le souhaitez. La secrétaire est au courant. Il part un quart d'heure après. Quelques jours plus tard, son corps est retrouvé dans sa maison de campagne près d'Aloche. Il s'est donné la mort après avoir absorbé du poison. Son séjour dans les camps de concentration l'a si profondément marqué qu'il vivait dans la hantise de devoir embarquer à nouveau pour le dernier voyage. Comme nous avions pu le constater, cet homme ne dormait plus. Il se tenait constamment sur ses gardes, de peur d'être surpris dans son sommeil par les hommes de la Gestapo. Il vivait un cauchemar permanent. Par moments, surtout la nuit, il perdait totalement la notion de la réalité. Je me souviens que lors d'une coupure d'électricité, il vint nous voir en catastrophe pour nous donner des conseils sur les moyens de résister à la torture. Ces cauchemars avaient pris le dessus et il croyait que nous étions dans un camp de concentration. Nous ne pouvons plus rester dans cette maison. Pourtant, je ne suis pas tenté par la proposition de Joachim de partir pour l'Italie. Bien que ma présence en France augmente les risques de me faire arrêter, j'ai bon espoir quant à la fin des hostilités et la signature prochaine d'accords entre le FLN et le gouvernement français. C'est sans doute prématuré et naïf de ma part, mais j'y crois. Et c'est cette conviction qui me décide. Liliane se propose de nous trouver une planque. Elle s'en acquitte d'ailleurs très bien et très rapidement. Elle nous conduit à la ferme de son oncle, dans la commune des Vernègues, près de Salon-de-Provence. Durant le voyage, elle tient à nous prévenir en plaisantant. C'est un trou perdu. Il n'y a ni journaux, ni radio. L'unique avantage est que là-bas, au moins, vous serez tranquille. Personne n'y vient jamais. L'oncle et la tante de Liliane n'ont pas d'enfants. Ils vivent retirés dans leur ferme et en sortent rarement. La terre leur fournit pratiquement tout ce dont ils ont besoin. Les premiers temps de notre séjour, nous demeurons un peu dans l'expectative. Puis nos origines rurales prennent le dessus. Nous aidons le vieux couple en ramassant tout d'abord les pommes de terre et en nous occupant ensuite des bêtes. Il y a 8 vaches, dont le lait est vendu à une coopérative, et 37 moutons destinés au marché agricole de Salon-de-Provence. Au début, l'oncle hésite à nous faire travailler. Il redoute en fait que sa nièce ne vienne à la prendre et ne veut pas affronter sa colère. Liliane est plus qu'une nièce, elle représente l'enfant que le vieux couple aurait tant aimé avoir. Ils ont reporté tout leur amour sur elle, si bien qu'en lui vouant une véritable vénération, il se plaît à ses 4 volontés. C'est pourquoi le vieux couple n'ose rien nous demander. Pour Djilali et moi, le travail n'est pas une corvée. Au contraire, nous n'avons pas l'habitude de demeurer des journées entières sans rien faire. C'est plus fort que nous, il faut qu'on travaille. En retournant à la campagne, notre passé revient au galop. Nous sommes des paysans, et c'est en quelque sorte un retour aux sources. Enfin, l'idée d'être pris en charge par des personnes âgées nous est insupportable. Au Douar, nous avions un tel respect
pour les anciens que nous nous sentons tenus d'agir de même ici. De plus, hormis le fait que nous sommes une charge pour ces braves gens, notre présence bouleverse leur vie quotidienne. À la satisfaction de tous, nous nous organisons le plus naturellement du monde. Les effets de notre participation se font rapidement sentir puisque l'oncle décide d'étendre et de diversifier la production de la ferme en exploitant de nouvelles terres restées jusque-là en friche. Il passe plus de temps sur le marché. Évidemment, événement marquant dans leur histoire, ils se rendent à Aix pour la deuxième fois de leur vie. Liliane nous rend visite une fois par mois et une fois sur deux, elle est accompagnée de nos femmes. D'autre part, elle a jugé préférable de ne divulguer à personne notre lieu de résidence. Mis à part ces rares visites, Gilali et moi passons le plus clair de notre temps libre à palabrer. Je dois dire que durant ces dernières années, je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer des personnes ayant eu un itinéraire semblable au bien. Parfois, cela m'embarrasse de me sentir par trop différent de mes compatriotes. En discutant avec Gilali, je peux non seulement m'apercevoir de la similitude de nos destins respectifs, mais encore faire le point sur ma vie. Gilali, qui a sensiblement le même âge que moi, est issu de Gardaya, le bastion dur des Mozabites, une ville aux portes du désert. Sa famille est dans le commerce. Il ne peut en aller autrement. Les Mozabites sont réputés pour leur sens des affaires. Ce n'est pas un hasard si on les assimile d'ailleurs aux Juifs d'Algérie. Mais ils sont surtout connus pour leur rigorisme. Avant la mobilisation, l'avenir de mon compagnon était déjà tout tracé. Étant le plus jeune de la famille, il a eu le privilège de ne pas être bousculé par ses parents pour rejoindre les activités ancestrales des Mozabites. Et Djilali en a profité pour voyager dans toute l'Algérie. Survient la guerre qui bouleverse sa destinée. Après sa démobilisation, il passe près de 3 ans dans sa ville natale où il épouse la fille d'un très estimé commerçant mozabite. Mais la guerre et la rencontre avec l'Europe l'ont transformé au-delà du raisonnable. Il n'aspire plus à suivre la voie familiale. Il est tourmenté par le démon de l'exil. Et dès qu'un de ses oncles ouvre une boutique à Marseille, il saute sur l'occasion. Chez les Mozabites, l'esprit du clan est encore plus développé que chez nous. Ils possèdent un prodigieux sens de l'entraide. Mais chaque individu est tenu de se conformer strictement aux règles du clan. La famille ne supporte pas la moindre entorse. Djellali me confie par exemple que l'un de ses frères a été immédiatement rapatrié de Lyon parce qu'on a jugé sa conduite intolérable. Il a été surpris par un membre de la famille en train de boire une bière dans un bar. Djellali est un fin observateur. Cette qualité lui permet de tirer des enseignements d'une grande sagacité. Nous avons ensemble quelques sujets de prédilection, et notamment un qui revient souvent, celui de l'immigration. Le discours de Djellali m'intéresse doublement. D'abord par son originalité, ensuite parce qu'il concerne notre exil. Un après-midi, alors que nous attendons le vieux couple, Djellali me dévoile pour la première fois sa réflexion. Avant la guerre, me confie-t-il, j'avais tout pour être un homme heureux. J'allais où je voulais, je m'amusais comme un fou, j'étais insouciant. Il y avait un travail qui m'attendait, une femme qui m'était destinée. Mon horizon était aussi dégagé que celui du désert. J'étais si heureux de vivre que je suis allé faire la guerre dans l'intention de m'amuser. Durant la guerre, j'ai eu le sentiment ou le pressentiment d'être entré dans un autre monde. Un monde dont on ne peut revenir. À mon retour du front,
je ne parvenais plus à renouer avec les miens. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'il manquait quelque chose dans ma vie. Dans mes rêves, je voyais tout le temps un chameau dans le désert. Il marchait et marchait à la recherche d'un puits. Quand je suis arrivée à Marseille, le rêve a cessé de me hanter. Maintenant, je m'aperçois que ce n'est pas encore la fin. Je me sens dans l'obligation d'aller perpétuellement de l'avant. Et le plus grave, c'est que je ne sais toujours pas pourquoi il faut avancer. Depuis que je suis en France, j'ai trouvé un semblant d'accalmie au milieu de la tourmente. Depuis mon engagement dans la lutte de libération, j'ai découvert un idéal qui m'a aidé à prendre du recul. À la proclamation d'indépendance, je serai débarrassé d'un fardeau. Je suis certain que ce sera le point de départ d'une autre vie. Je suis persuadé aussi que le temps des certitudes me manquera. Parfois, il m'arrive de me comparer aux nomades du désert. Au printemps, ils vont vers le nord et à la fin de l'été, ils retournent chez eux dans le désert. Chaque année, ils font l'aller et retour sans jamais se décider à jeter l'ancre. J'ai l'impression que nous, les immigrés, nous sommes dans ce cas. En ayant rencontré l'Europe sans le vouloir, nous avons complètement déréglé notre destinée. En me surprenant à apprécier la vie marseillaise, je me suis demandé si je ne sombrais pas dans la débauche. Mon dilemme est simple. Soit j'ai suivi le cours normal de la sagesse, soit j'ai été contaminé par le mode de vie européen. Je crois qu'il en va de même pour mon épouse. Lorsque ma femme est venue me rejoindre à Marseille, elle venait tout droit de Gardaïa. Elle a eu toutes les peines du monde à imaginer ce qu'elle voyait autour d'elle. Il a fallu plusieurs semaines pour admettre qu'une femme puisse sortir dans la rue sans porter le voile. Les premiers jours, il lui était impossible de l'admettre. J'ai épousé sans l'ombre d'un doute la fille la plus intelligente et la plus dynamique de la ville. Je sais maintenant qu'elle ait une extraordinaire capacité d'adaptation. Elle a dû faire des efforts exceptionnels sur elle-même. Je me souviens parfaitement qu'elle se sentait agressée en permanence dans la rue lorsqu'elle s'habillait à la française. Elle croyait que tout le monde l'épiait et qu'on allait colporter des tas d'insanités à son sujet. Je reconnais maintenant qu'il lui a fallu peu de temps afin de s'imprégner des normes de sa nouvelle vie. À l'heure actuelle, elle commence à étudier ce qu'elle doit conserver de ses habitudes du doigt et ce qu'elle doit rejeter. Elle réalise les dimensions de la société française et les efforts qui l'attendent encore. Il n'est pas évident pour elle d'abandonner le produit de 20 ans de sa vie et de composer un nouveau mode d'existence qui satisfasse à la fois ses plaisirs légitimes d'antan et les contraintes de la vie marseillaise. C'est une tâche difficile, surtout quand tu n'y es pas préparé. Pour être franc, je n'ai pas été d'un grand secours. À l'époque, je travaillais dans une grosse fabrique de pastis qui m'exploitait comme un esclave. Je partais le matin aux aurores et rentrais tard le soir. Si je voulais avoir un salaire décent, je devais faire un nombre d'heures incalculable. Nous étions traités pire que des forçats. Je ne pouvais donc pas prendre du temps pour initier ma femme aux us et coutumes de ce pays. Je le regrette profondément, car c'est elle qui a pris en charge l'éducation des enfants. Et tu sais que des enfants sans père ne donnent rien de bon. Chez nous, il serait impensable qu'un homme ne soit pas à leur côté. Ce fut une raison supplémentaire à mon désarroi et à son désarroi. Dieu merci, elle s'en est quand même fort bien sortie malgré tout. Par une autre filière, j'ai été confrontée au même parcours du combattant. Pourtant, j'ai la conviction que tout a été nettement plus facile pour moi.
Cela peut te paraître ridicule puisque, comme moi, tu as découvert l'Europe à travers les atrocités de la guerre et des terribles solitudes de notre installation. Je persiste néanmoins à croire que nos femmes ont enduré davantage de souffrances que nous. En Algérie, nous avions la faculté de sortir, et au hasard de nos rencontres, nous pouvions être en contact avec des Français. Ce n'était peut-être pas l'idéal, mais nous pouvions déjà entrevoir la vie des Européens. Tandis que les femmes, en dehors de ce que nous pouvions leur dire de la ville, ne bénéficiaient pas de ce privilège qui aurait pu leur faciliter la vie ici. Maintenant, je crois qu'elles ne supporteraient plus le port du voile. On n'est pas loin de penser que dans la voie de l'émancipation, c'est une régression de le porter. Quand on retourne à Gardaïa, elle l'a, mais je sais que ça la gêne plus qu'autre chose. Voilà résumé notre dilemme. Notre émancipation passe-t-elle nécessairement par le mimétisme de l'Occident? Je pense qu'il ne faut pas s'en tenir à des considérations de détail. La lutte pour l'indépendance de notre pays a mis en route l'affirmation de notre identité. Une fois l'indépendance acquise, il ne nous restera plus qu'à choisir notre propre voie. Nous ne partirons pas dans l'inconnu. Notre histoire est là pour guider notre avenir. C'est bien pour ces raisons que je m'inquiète. Depuis que mes enfants sont en âge d'apprendre, je me sens parfois complètement ridicule. J'ai inculqué à mon fils aîné la fierté d'être algérien et j'ai exigé qu'il n'oublie jamais que notre pays possède aussi une histoire. Je pense qu'il a retenu mes leçons, mais un soir, il est venu me poser quelques questions. Il a commencé par me demander si les morts étaient des méchants, si les musulmans décrits par son professeur étaient aussi barbares qu'on le prétendait à l'école. Je lui ai expliqué que c'est la culture colonialiste qui s'acharne à nous présenter comme des sauvages et que c'est pour cette raison, entre autres, que les Algériens luttent contre les crimes du colonialisme. Jusque-là, la défense de notre passé est une affaire facile. Mais ensuite, il m'a demandé de quoi était faite la civilisation arabe. J'ai puisé tant que j'ai pu sur mes connaissances de l'histoire. Mais à vrai dire, la somme ne pèse pas bien lourd. J'ai néanmoins pu m'en sortir tant bien que mal. Et quand il m'a demandé pourquoi alors les Arabes sont les plus attardés dans le monde, j'ai trouvé que ma réponse, qui faisait endosser tous nos malheurs au colonialisme, était un peu légère. J'ai réalisé à cet instant que je n'avais rien à lui transmettre qui puisse l'aider dans sa réflexion. Je voyais parfaitement bien que mes dénégations ne lui servaient d'aucune utilité, ni le lendemain à son école, ni jamais. J'ai beau lui dire que l'islam a connu son heure de gloire, je me sentais ridicule. Ridicule, parce que je savais que c'était pour me donner une bonne conscience, et non parce que je lui fournissais des informations solides. La suite, demain, à la même heure, vous pouvez vous abonner.